Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un mystérieux incendie. Il faut imaginer l'intensité du feu. Tout était en train de fondre. Ça atteignait plusieurs milliers de degrés. Une chose pareille est inconcevable à Monaco. Un sanctuaire pour grande fortune. Un Américain pris dans la tourmente. J'ai fait ce que j'avais à faire pour assurer la sécurité de ma famille. Et des factions effrayantes. Il y avait l'affaire Iran-Contra, la mafia russe. Des terroristes tchétchènes et même le Mossad. Une ombre plane sur le paradis. Vous allez découvrir l'une des affaires les plus fascinantes de ma carrière dans cet épisode de crime en haute société. Monaco, lieu de résidence du prince Albert, baigne dans le soleil de la Côte d'Azur et accueille notamment le fameux Grand Prix. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui attirent les plus fortunés de la planète. Il se trouve que Monaco est aussi un lieu réputé pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. « 3 décembre 1999. Le soleil va bientôt se lever et les résidents de la petite principauté dorment encore. Parmi les citoyens de Monaco riches et discrets, on compte Edmond Safra, un banquier milliardaire. C'était l'homme le plus riche de Monaco, après le prince. Edmond Safra et sa femme Lily possèdent le plus grand appartement terrasse de Monaco, un vaste duplex au sommet d'un édifice bancaire de 6 étages, appelé la Belle Époque. Dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée se trouve un concierge. Madame Safra dort dans une aile séparée de la résidence. Son mari de 67 ans souffre de la maladie de Parkinson et nécessite des soins permanents. Viviane Torrente, une des infirmières, est à ses côtés. Good night, Vivian. Soudain, Ted Maher, un autre infirmier, entre dans la chambre, un couteau planté dans le ventre. Il dit à Edmond Safra et à Viviane Torrente qu'il a été agressé. 2 personnes étaient entrées par effraction, je ne savais pas où elles étaient. Ted Maher explique qu'il était assis dans le couloir et que quelqu'un l'a frappé par derrière. Mais il s'est défendu. L'homme à ma droite a sorti un couteau et me l'a planté en plein ventre. Ted Maher dit à Viviane Torrente d'emmener Edmond Safra dans la salle de bain et de verrouiller la porte. Je lui ai dit d'emmener M. Safra, de prendre mon portable et d'appeler les secours. Je voulais descendre chercher de l'aide. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Ted Maher se dit qu'il doit alerter la police. J'ai pensé à l'alarme incendie, c'était une bonne idée. J'ai pris un bout de papier dans ma main libre et je l'ai allumé. L'alarme s'est mise à retentir. Quelqu'un allait être averti et les secours allaient arriver. Alors que la police lance son intervention, Ted Maher arrive tant bien que mal dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée. Il raconte au concierge ce qui s'est passé. J'ai été agressé. Monsieur Meyer. Oui, c'est la Belle Époque à l'appareil. Le concierge a cru qu'il s'était fait tirer dessus. Alors il a dit à la police qu'un homme avait été blessé par balle. La police a alors cru qu'elle avait affaire à des terroristes. Il urgence une équipe spéciale. C'est peut-être un acte de terrorisme. Oui, avec une ambulance.
Après avoir décrit l'incident à la police, Ted Maher est emmené d'urgence à l'hôpital Princesse Grace. À 5 heures du matin, Monaco se réveille au son des dizaines de sirènes de pompiers et de police entourant le bâtiment La Belle Époque. C'était la panique la plus totale. Shmulik Cohen, le chef des gardes du corps d'Edmond Safra, arrive précipitamment de son domicile voisin pour venir en aide à son patron. On l'a empêché de monter. Il faut que je monte! Forcément, la police ne savait pas qui était cet homme. Lâchez-moi! Ça aurait pu être un des agresseurs. La police se démène pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'appartement du résident le plus riche de la principauté. Elle commence par fouiller les étages les uns après les autres, en commençant par le sous-sol. Pendant ce temps, le petit feu de Ted Maher commence à prendre de l'ampleur. Le feu a consumé la corbeille à papier. Il s'est propagé sur le sol et il a atteint les murs. Craignant que les intrus ne soient encore à l'intérieur, la police empêche les pompiers d'accéder à l'appartement. La fumée commence à s'infiltrer dans la salle de bain. Edmond Safra et Viviane Torrente appellent les secours. À 6 heures, réveillée par l'alarme, Lily Safra parvient à sortir de l'immeuble. Mais quand elle apprend que son mari est encore à l'intérieur, elle tente d'y retourner. Un policier l'en a empêché. Comment Madame Safra aurait-elle pu lutter contre 2 intrus armés et un incendie? On a vu des pompiers sur le toit, mais on n'a pas vu de flammes. On voyait seulement de la fumée. Le milliardaire et son infirmière sont désormais pris au piège dans la salle de bain. Je ne peux qu'imaginer la terreur qu'ils ont dû ressentir. Viviane Torrente et Edmond Safra commencent à paniquer et appellent à nouveau les secours. Ils ont d'abord parlé à Madame Safra, puis à une autre infirmière qui se trouvait dans un hôtel voisin, et même à la police. Envoyez vite quelqu'un! Maintenant! Plus d'1 heure après le début de l'incident, la police dit à Edmond Safra de ne pas bouger car les secours vont arriver. Ne parvenant pas à trouver les assaillants, la police laisse enfin entrer les pompiers dans l'appartement. Personne n'a pu entrer jusqu'aux environs de 7h30. La situation était chaotique. Tout le monde criait et s'agitait dans tous les sens. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé quand ils ont enfin pu entrer? Viviane Torrente et Edmond Safra, morts tous les deux. L'incendie est éteint, mais une épaisse fumée entoure encore cette affaire. Comment 2 assassins armés de couteaux ont-ils pu entrer et ressortir de l'appartement d'Edmond Safra sans être repérés? La police compte bien tirer tout ça au clair. Le milliardaire Edmond Safra et une de ses infirmières sont morts dans un mystérieux incendie. Mais la question demeure. Qu'est-il advenu des hommes dont l'intrusion a poussé Ted Maher à provoquer l'incendie fatal? Il y avait 2 assaillants. Mon frère s'est battu avec eux pour essayer de protéger son patron, l'autre infirmière, ainsi que Madame Safra. Il a agi en héros. Les enquêteurs interrogent Ted Maher sur ses agresseurs et il leur raconte tout ce dont il se souvient. Ils étaient habillés en noir, ils étaient grands, plus d'1,80 m.
Celui qui a sorti le couteau était manifestement un professionnel entraîné. Ce n'était pas juste un voyou venu voler des tableaux. Il était clair qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Monaco, considéré comme un havre de paix pour les plus fortunés, est sous le choc de l'agression. Une des caractéristiques de Monaco, c'est qu'il n'y a aucune violence, quelle qu'elle soit, pas même des suicides. Tout ça fait partie d'un mythe, d'un Monaco paradisiaque. Somerset Maugham, le grand écrivain, a décrit Monaco comme étant un endroit ensoleillé pour sombres personnages. Il n'y a ni clochard, ni mendiant, et pratiquement pas de crimes violents dans ce pays 4 fois plus petit que Central Park à New York. Mais l'attaque survenue chez les Safra pose la question de la réelle sécurité des Monégasques. Il y avait un certain nombre de personnes à qui pouvait profiter la mort d'Edmond Safra. À l'époque, Edmond Safra vient de faire la une des journaux pour son intention de vendre la Republic National Bank pour 3 milliards de dollars. Les hommes comme Edmond Safra ont des ennemis puissants. Sa banque était impliquée dans l'affaire des ventes d'armes à l'Iran pour financer les Contras. De plus, il soutenait financièrement Israël. Des groupes comme l'OLP ou le djihad islamique avaient donc tout à gagner de sa disparition. La banque d'Edmond Safra était aussi mêlée à une opération de blanchiment d'argent en Russie, sur laquelle enquêtait le ministère de la Justice. La police apprend que Lily, la femme de Safra, va se tailler la part du lion de l'héritage de 2,5 milliards de dollars aux dépens des frères d'Edmond. Le testament d'Edmond Safra a été modifié environ 2 semaines avant sa mort, limitant la part perçue par les frères du défunt. Mais Lily s'est mariée avec plusieurs centaines de millions de dollars à son propre actif, et tous s'accordent à dire que sa relation avec Edmond était solide. Les enquêteurs écartent vite l'hypothèse selon laquelle elle pourrait être mêlée à cette affaire. Ils menaient un train de vie luxueux. Edmond et Lily Safra avaient un appartement dans l'un des plus beaux immeubles historiques de la 5e avenue à New York. Je n'ai rencontré Edmond et Lily Safra qu'une seule fois à l'opéra. Mais même de loin, j'ai senti l'aura de leur immense fortune. Il est difficile d'imaginer une fin aussi atroce à leur existence de rêve. Ils avaient 2 immeubles adjacents à Londres, à Eaton Square. Ils possédaient la villa Leopolda, construite pour le roi de Belgique et d'une valeur de marché avoisinant les 265 millions de dollars. Les enquêteurs continuent leurs investigations dans l'appartement détruit, mais ne trouvent ni signe d'effraction, ni image des intrus sur les bandes de vidéosurveillance. Comment 2 hommes armés ont-ils pu entrer dans un des bâtiments les plus fortifiés de Monaco pour ensuite disparaître? Et où se trouvaient les gardes du corps d'Edmond Safra? Chez lui, il y avait des gardes armés de pistolets mitrailleurs derrière chaque plante verte. Edmond Safra vit entouré d'une armée privée de gardes du corps, dont de nombreux vétérans du Mossad, les services secrets israéliens. Mais aucun d'eux n'est de service la nuit où meurt Edmond. À l'hôpital, la police interroge à nouveau Ted Maher. Cette fois, elle fouille dans son passé pour essayer de comprendre ce qui a motivé cet infirmier américain à venir s'installer à Monaco. Ma mère conduisait un bus scolaire et mon père était réparateur de téléphone. C'était une famille très stricte, très rigoureuse et disciplinée. Je suis l'aîné de 5 enfants. On n'était pas très riches, même si on ne manquait de rien. Tout ce qu'on voulait, on devait travailler pour l'obtenir. Après son service militaire et sa formation d'infirmier, Ted Maher devient un infirmier en néonatologie réputé à New York. Un jour, les parents de jumeaux dont il s'occupe le recommandent à un de leurs amis, Edmond Safra.
Il y a quelque chose de quasiment incroyable dans la façon dont Ted Maher est passé des maternités au sanctuaire d'un des hommes les plus riches du monde. Le passé modeste de Ted Maher contraste terriblement avec celui d'Edmond Safra. Ted n'avait jamais été exposé à autant de luxe dans sa vie. C'était vraiment un rêve devenu réalité pour un infirmier à domicile. Mais désormais, avec la mort de son patron et 2 coups de couteau dans le ventre, le rêve de Ted Maher s'effondre. Lily Safra fait venir Heidi, la femme de Ted, qui vit à New York pour être auprès de son mari. La police s'intéresse aussi à Madame Maher. Heidi a été interrogée pendant 2 ou 3 heures par la police. Elle est sortie pour prendre un café et une voiture est arrivée. Elle ne savait pas que c'était la police. Trois hommes embarquent Heidi dans une camionnette et l'emmènent à l'hôtel où vit Ted. En l'accompagnant dans la chambre d'hôtel, ils ont été autorisés à effectuer une perquisition selon la loi monégasque. Les policiers trouvent un flacon de lidocaïne, un anesthésiant qui n'a jamais été prescrit à Ted. Cette découverte met en doute la crédibilité de Ted. Heidi prend conscience que les enquêteurs ne considèrent plus son mari comme le héros de l'histoire, mais comme un suspect. Elle appelle Tammy, la sœur de Ted, pour tout lui raconter. Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait été kidnappée par des hommes masqués dans une camionnette. Ensuite, elle avait été emmenée chez Ted et c'est là que le cauchemar avait commencé. Les jours qui suivent la mort d'Edmond Safra, les spéculations vont bon train. S'agit-il de la mafia russe, des rebelles tchétchènes, de l'OLP? Les riches habitants de Monaco sont choqués d'apprendre que le principal suspect est un Américain moyen qui vivait sous leur nez. « 24 heures après la mort d'Edmond Safra et de Viviane Torrente, son infirmière, les enquêteurs désemparés ignorent tous des assaillants armés qui seraient entrés dans l'appartement. Malheureusement pour Heidi, les soupçons se portent sur son mari blessé. Madame Maher a quitté New York en pensant qu'elle allait retrouver son mari, un héros. Le temps qu'elle arrive à Monaco, le héros était devenu un criminel. L'histoire des coups de couteau était douteuse, parce qu'il portait un pull en laine ou quelque chose comme ça. Et bizarrement, il a été poignardé sans que le couteau ne traverse le vêtement. Il n'y avait pas de trou dans le pull, seulement dans la peau. La police découvre également que le couteau récupéré dans le hall du bâtiment semble être de modèle identique à un couteau que possède Ted Maher. Il s'est poignardé lui-même avec son propre couteau. Bien sûr, il pouvait prétendre posséder un couteau que l'intrus lui aurait volé pour le poignarder avant de le lui restituer. En effet, on a retrouvé le couteau à côté de lui, mais c'est tiré par les cheveux. Les enquêteurs interrogent plusieurs fois Ted Maher. Il me posait les questions dans un sens, puis dans l'autre, mais ma version n'a jamais changé. Ils disent à Ted Maher qu'il est responsable de la mort d'Edmond Safra et de Viviane Torrente. La première chose que j'ai faite, ça a été de me mettre à pleurer. J'estimais être quelqu'un de fort, mais je ne pouvais pas croire que j'étais responsable de la mort de 2 personnes. Les enquêteurs présentent des preuves à Ted Maher. Finalement, lors du 5e interrogatoire, il leur avoue ce qu'ils veulent entendre. Il a dit « Je vais vous dire la vérité. En réalité, j'étais seule dans l'appartement avec Monsieur Safra et Madame Torrente. Et je me suis blessée tout seul. » Ted Maher a dit à la police avoir organisé une fausse attaque et mis le feu pour créer la panique. En gros, il avait simulé toute l'histoire. Il voulait apparaître en héros aux yeux de son patron. Ted Maher sort de l'hôpital et est emmené au poste de police. Désormais, il ne manque plus aux enquêteurs que des aveux signés.
Ils ont le passeport de sa femme comme monnaie d'échange. Ils m'ont présenté le passeport de ma femme ainsi qu'une photo de mes enfants et m'ont dit « On sait qu'ils sont jeunes. Leur mère ne va pas les revoir avant un bout de temps. » Ted Maher sent que le futur de sa famille est en jeu. Un des enquêteurs m'a dit que je devais signer, sans quoi ma femme ne serait pas relâchée. Alors j'ai signé parce que je n'avais pas le choix. J'ai fait ce qu'il fallait pour la sécurité et le bien-être de ma famille. À peine 3 jours après l'incendie fatal, alors qu'on enterre Edmond Safra à Genève, lors d'une conférence de presse, le procureur en chef de Monaco annonce l'inculpation de Ted Maher pour incendie criminel. Pour lui, M. Safra était un employeur excellent. Il voulait simplement attirer l'attention sur sa personne. Madame Safra n'arrivait pas à y croire. C'était la stupéfaction. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça? Quand j'apprends les aveux de Ted, je suis immédiatement sceptique. L'affaire est bouclée bien trop vite et trop facilement. Le coupable a été arrêté et les rues de Monaco sont à nouveau sûres. Mais Ted Maher a-t-il vraiment fait tout ce dont il s'accuse dans le seul but de passer pour un héros aux yeux d'Edmond Safra? Permettez-moi d'être non pas cynique, mais réaliste. Ce qu'il recherchait n'était pas tant l'amour d'Edmond Safra, mais plutôt la récompense d'Edmond Safra. Et soyez sûr que si les choses s'étaient passées comme prévu, si Edmond Safra s'était retrouvé en grand danger et que Ted Maher lui avait sauvé la vie, il aurait reçu une telle récompense qu'il aurait pu se la couler douce pour le restant de ses jours. La prison de Monaco ressemble plus à un hôtel qu'à une prison. Il y avait l'air conditionné. Ted avait une cellule avec vue sur la Méditerranée. Il y avait un réfrigérateur, un lit confortable, un endroit où s'asseoir pour écrire. J'y étais un jour quand ils ont apporté le repas. En entrée, ils ont servi un avocat vinaigrette et comme plat principal, un poisson frais avec une sauce au beurre blanc. Ted Maher passe 2 ans dans la luxueuse prison monégasque. Il est interrogé à 9 reprises par les enquêteurs et à chaque fois, il raconte la même version que celle de ses aveux. Mais dans son esprit, il sait qu'il y avait des intrus, même si personne d'autre ne les a vus. Vous vous rendez compte? Savoir la vérité alors que les gens vous traitent de meurtrier, d'assassin, de tueur à gages et de toutes sortes de choses, tandis que vous ne pouvez pas vous défendre. La date du procès est enfin fixée au 21 novembre 2002. Pour défendre Ted, Heidi Maher embauche Michael Griffiths, un avocat américain. Ted insistait sur le fait qu'il avait bien été poignardé. Je lui ai expliqué que je pouvais l'aider et même faire annuler ses aveux. Je savais au plus profond de moi que la vérité le ferait libérer. Mais vu les conseils juridiques qu'il avait reçus, il pensait qu'à ce stade, on ne le croirait plus. Je suis convaincu qu'un homme innocent fait les frais d'un gouvernement qui ne supporte pas d'avoir un crime irrésolu dans sa petite principauté idyllique. Tandis que Ted Maher passe enfin devant un tribunal, je me rends à Monaco pour connaître le fin mot de l'histoire. À Monaco, l'automne est arrivé et Ted Maher, infirmier de son état, va passer en jugement après presque 3 ans en prison. On a dit à l'accusé qu'il n'écoperait que d'une peine légère pour l'incendie qui a causé la mort d'Edmond Safra et de Viviane Torrente. Mais juste avant le procès, ses avocats ont de mauvaises nouvelles. Donald Manas et George Blott sont venus à la prison et m'ont dit « Ted, on a un grave problème. Le procureur va requérir 12 ans. » J'ai dit « Quoi? C'est une plaisanterie? Pour quel motif? » Incendie et homicide sur 2 personnes. On va me mettre toute cette tragédie sur le dos? C'est pas possible. C'est là que j'ai compris que j'avais de gros problèmes. Pour ajouter au malheur de Ted Maher, le juge décide que Michael Griffiths, son avocat américain, ne peut pas plaider au procès. On m'a dit que Michael Griffiths ne pouvait pas plaider et qu'il ne tolérerait pas de justice anglo-saxonne dans leur tribunal. Le 21 novembre 2002, le procès démarre sous l'œil attentif de toute la principauté. On n'avait jamais vu de procès pareil à Monaco.
C'était le procès du siècle, l'équivalent juridique du Grand Prix. Il y avait de brillants avocats, l'impressionnante famille Safra au grand complet, et puis Ted Maher, un genre de personnage un peu à la Forrest Gump. C'était totalement surréaliste. Le procès a eu lieu au palais de justice de Monaco, qui ressemble parfaitement à l'idée qu'on se fait d'un tribunal à Monaco. C'était un édifice somptueux, ressemblant à une église. Derrière les juges, il y avait un crucifix de 2 mètres de haut. La salle était comble. La presse du monde entier était là. Dominique Dunn avait une des meilleures places dans toute la salle. Maître Cerdet, le procureur, portait une grande robe rouge, tandis que nous, les avocats, étions en robe noire avec des écharpes blanches. C'était tout un spectacle. Les avocats de Maher affirment qu'il n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Notre argument, c'était que Ted, en allumant ce feu, avait été coupable tout au plus d'homicide involontaire. Il n'avait pas volontairement essayé de faire du mal à M. Safra. Comme l'autorise la loi monégasque, Lily Safra, l'épouse de la victime, a la possibilité de se porter partie civile. Le prince Charles lui recommande les conseils de Mark Bolland, brillant attaché de presse anglais. Ce dernier lui conseille de porter un vieux tailleur pantalon Yves Saint Laurent et de laisser ses bijoux à la maison. Mais malgré tout, Lily Safra tient le rôle principal. Elle a fait venir de Suisse un certain Marc Bonan, un avocat de renom, ainsi que Georges Kejman, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice français. Ils sont tous descendus dans des suites à l'hôtel de Paris, un des hôtels les plus chers du monde. J'imagine qu'elle a dû dépenser près d'1 million de dollars pour faire condamner Ted. Mais le procès a également un enjeu pour la principauté et sa famille royale. Une chose pareille, ça ne doit pas arriver à Monaco. C'est pour ça que les riches viennent ici. Si les gens commencent à penser qu'ils peuvent être assassinés dans leur propre appartement en plein centre de Monaco, que la police n'intervient pas et que les pompiers n'éteignent pas les incendies, ils vont prendre leur argent et aller voir ailleurs. Face à la fortune de Lily Safra et à celle du gouvernement monégasque, Ted Maher est pratiquement démuni. Je savais que j'étais dans le pétrin et j'étais conscient qu'ils avaient absolument toutes les cartes en main dans cette partie. Le problème, c'est que c'était ma vie qu'on jouait. Il y avait 19 avocats dans la salle d'audience. 19, vous imaginez ? Malheureusement, pas un seul ne représentait Ted Maher. Au deuxième jour du procès, Joseph Citruc, le grand rabbin de France, arrive au tribunal comme témoin pour son ami décédé, Edmond Safra. La loi monégasque autorise l'accusé Ted Maher à interroger directement le témoin. Quand est venu le moment des questions, personne dans la salle n'a rien eu à lui demander. Mais moi, si. Et bien sûr, du fond de mon cœur, j'ai demandé au rabbin de dire une prière pour M. Safra et Mme Torrente. La demande de Ted est si bizarre que je commence à me demander s'il a toute sa tête. Le rabbin commence à prier en hébreu, et tout le monde, les juges, les jurés, les témoins et les avocats, se lèvent et baissent la tête. La scène est aussi impressionnante que surréaliste. Les avocats de Ted Maher s'en prennent à la police et aux pompiers pour avoir tardé à intervenir. Un de mes contre-interrogatoires concernait le premier agent de police arrivé sur les lieux et qui avait dit que Ted était blessé par balle. Je lui ai demandé s'il avait déjà vu une blessure par balle et il a dit non. Je lui ai demandé s'il avait déjà vu une blessure au couteau et il a dit non.
J'ai demandé depuis combien de temps il travaillait dans la police monégasque et il m'a dit 22 ans. Je lui ai demandé quelle était la pire blessure qu'il avait vue dans sa carrière. Il a répondu que c'était quand un type en avait frappé un autre à la tête avec une bouteille de champagne. La défense soutient que s'ils étaient intervenus plus tôt, la police et les pompiers auraient pu sauver Edmond Safra. Maître Cerdet, le procureur, qui disait toujours des choses étranges, a dit « Ils ont agi avec une lenteur nécessaire ». Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une lenteur nécessaire? Ça a causé la mort de 2 personnes, mais c'est ce qu'il a déclaré en plein tribunal. La personne qui émeut le plus la salle d'audience est Heidi Maher. Son amour et sa confiance en son mari demeurent inchangés. Elle est assise dans la rangée devant moi, ne quittant jamais son mari des yeux. Ma femme était malheureusement présente au procès, mais j'aurais préféré qu'elle ne soit pas là. J'ai dû être si convaincant qu'elle y a cru. Plus Ted parle, plus j'ai des doutes sur sa version des faits. C'est très difficile à décrire. Parfois, il a les yeux dans le vague et soudain, il donne une réponse qui semble durer trop longtemps. À la fin du procès, je ne crois plus en son témoignage. Au début, quand on a discuté avec Ted pour élaborer une stratégie de défense, il s'est comporté comme une personne normale. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, le regard de Ted est devenu de plus en plus étrange. À la façon dont il parlait et donnait des explications, on voyait bien qu'il était fou et que quelque chose ne tournait pas rond. Mais il avait l'air d'être gentil. Après 10 jours de témoignage, le sort de Ted Maher repose entre les mains de 3 jurés et de 3 juges. On m'a dit que je pouvais quitter la salle d'audience après 12 jours de procès. Je suis sorti, j'ai eu à peine le temps d'aller aux toilettes et de boire un verre d'eau que 45 minutes plus tard, on m'a dit d'y retourner. Un journal français parle de l'accusé comme étant Dr Ted et Mr Maher, en référence à Dr Jekyll et Mr Hyde. Il semble qu'il y ait 2 personnes à l'intérieur de Ted. Et je me demande laquelle va être jugée par la cour. Le père aimant et infirmier dévoué, ou l'âme profondément troublée que j'ai vue lors du procès. Après une brève délibération, le jury revient dans la salle d'audience pour annoncer son verdict dans l'affaire Ted Maher. Je n'arrivais pas à y croire. Ils ont délibéré en moins de 45 minutes alors que c'était l'un des plus gros procès de l'histoire de Monaco. Puis le président a lu une déclaration manifestement écrite à l'avance et qui a duré 1h20. Il a dit que j'étais condamné à 10 ans de prison et que la décision avait été prise par 4 voix contre 2. Heidi Maher utilise son téléphone portable pour appeler sa mère dans l'État de New York. Ses seuls mots sont « coupable, 10 ans ». Dis-le aux enfants. Quand elle me rend le téléphone, je m'aperçois qu'elle est en larmes. J'ai de la sympathie pour cette femme qui est venue soutenir par sa présence quelqu'un qu'elle aimait et vénérait, avant de découvrir que ce n'était qu'un vulgaire criminel. De façon étrange, Ted demande pardon publiquement auprès des familles Safra et Torrente. Heidi me racontera plus tard avoir eu envie de se lever pour lui demander s'il n'avait pas oublié sa femme et ses enfants. Le mariage a clairement atteint son point de rupture. Elle a abandonné. Elle en avait marre de toute cette histoire. Marre des médias, marre de se battre. Elle voulait juste tourner cette page de sa vie. Elle l'a cru coupable. Ça fait vraiment très mal. Mais je l'aime toujours. Heidi décide de quitter Ted.
Désormais, l'infirmier américain doit purger 10 ans de prison. Ils ont essayé de me pousser au suicide. Littéralement, ils m'ont rendu la vie impossible. Mais j'ai tenu bon. Je ne voulais pas céder parce que je savais qu'un jour je sortirais et que la vérité serait enfin dévoilée. Si j'avais mis fin à mes jours, je n'aurais jamais pu dire la vérité. Après 8 semaines d'incarcération, Monaco a tourné la page Ted Maher et Ted Maher compte en faire autant avec Monaco. En compagnie de son camarade de cellule, un voleur italien du nom de Luigi Ciardelli, il met au point un plan d'évasion. Si vous aviez vu les 7 rangées de barreaux, ça paraissait strictement impossible de passer au travers. C'était tout simplement inconcevable d'imaginer pouvoir s'évader par la fenêtre. Nuit après nuit, Ted Maher scie secrètement les barreaux à l'aide d'une lame de scie qu'il est parvenu à faire entrer. Après des semaines de travail, il prend la clé des champs avec son codétenu. Ils ont attaché des draps, comme dans les vieux films, et ils sont sortis de la prison en passant par la fenêtre. On n'avait jamais entendu parler d'évasion à Monaco, jamais. La nuit du 21 janvier 2003, le jour de l'anniversaire de ma sœur, je me suis évadé. À peine sorti, mon codétenu m'a abandonné. J'ai traversé Monaco à pied et j'ai même salué 3 policiers. Ensuite, j'ai marché aussi vite que je pouvais et je suis arrivé à Nice. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel en prétendant que ma voiture était tombée en panne. Il m'a appelé et m'a souhaité un joyeux anniversaire. Il m'a dit « Ma voiture est tombée en panne, je suis à la réception d'un hôtel et j'ai besoin d'un numéro de carte de crédit pour prendre une chambre. J'ai tout perdu et j'ai besoin d'aide. » Alors je lui ai donné mon numéro de carte. Mais j'étais très inquiète. J'ai pris une chambre sous un faux nom. Il y a plus d'1 million de personnes dans cette ville. Ils ne pouvaient pas me retrouver. C'était impossible. Je suis sous le choc. L'évasion de Ted est une première à Monaco depuis plus de 50 ans. Mais combien de temps va-t-il tenir en cavale, dans un pays où il n'a ni argent, ni amis, et dont il ne parle pas la langue? Dans un incroyable rebondissement, Ted Maher, l'homme condamné pour la mort d'Edmond Safra, s'est évadé de sa prison monégasque. Il prend une chambre dans un hôtel de Nice et prépare l'étape suivante. Pendant la nuit, j'ai contacté ma femme, Heidi, qui a refusé de me venir en aide. Heidi appelle les avocats de Ted à Monaco pour savoir ce qui se passe. À leur tour, ils contactent les autorités de la prison qui démentent l'information. C'est juste une rumeur, ils sont couchés. On fait des rondes toutes les heures, ils sont en train de dormir, ce n'est qu'une rumeur. Ted Maher appelle un prêtre de la région qui gardait de l'argent pour lui pendant sa peine. J'ai dit, mon père, j'ai besoin de l'argent que ma famille vous a confié. Il a répondu, appelez-moi demain matin. Le lendemain matin, j'ai rappelé le père Peter Ball. Je l'ai entendu dire, l'homme que vous recherchez est au téléphone. Ted Maher comprend alors que la police est avec le prêtre. Il doit partir au plus vite. J'ai rassemblé mes affaires et je suis descendu. 5 policiers français m'attendaient au pied de l'immeuble. J'avais été trahi par ma femme, par mon avocat et par un prêtre. C'était la totale. Ted Maher est arrêté avant d'être extradé à Monaco. Une fois de plus, son procès a lieu au palais de justice de Monaco, cette fois-ci pour son évasion. Je me suis rendu au procès pour son évasion et j'ai découvert que Ted Maher n'avait pas changé. Cette fois encore, son argument de défense, c'était « Ce n'est pas moi, c'est les autres ». On finit par avoir de la compassion pour cet homme qui ne fait rien volontairement. Il tue involontairement? Il s'évade involontairement? Est-ce qu'il vit aussi involontairement?
Pour son évasion, Ted Maher se voit ajouter une année supplémentaire à sa peine de 10 ans. Il a du mal à se faire à l'idée de cette longue peine de prison. C'est un sacré dur à cuire. Il a une plus grande foi en Dieu que moi. En continuant à suivre l'affaire, j'apprends qu'un nouveau Ted Maher fait surface, en prison. Il n'est plus le personnage malheureux et un peu fou qu'on a vu au procès. Dorénavant, il clame publiquement son innocence. En août 2007, Ted Maher est libéré de la prison de Monaco après avoir purgé sa peine. Il retourne immédiatement aux États-Unis, pressé de voir ses enfants et de commencer une nouvelle vie d'homme libre. L'avion a atterri. J'ai senti mon cœur se serrer, car j'avais peur de retrouver quelqu'un de détruit. Ce n'était pas le cas. C'était toujours le même, énervant, mais un frère génial. Je suis contente qu'il soit de retour. La première chose que j'ai reçue en arrivant aux États-Unis, c'est une mesure d'éloignement m'empêchant de voir mes enfants. J'imagine que ma femme a paniqué en comprenant que finalement, j'allais m'en sortir vivant. À ce jour, je n'ai toujours pas vu mes enfants et je continue de me battre pour ça. Ted Maher a été accusé à tort et condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il y a des gens qui ont tiré profit de la mort de M. Edmond Safra. Et ces personnes savent qui elles sont. Elles savent ce qu'elles ont fait et ce qu'elles n'ont pas fait. Toute histoire provenant des autorités monégasques, toute version officielle est presque à coup sûr un mensonge. Je pense que c'est quelque chose qui fera toujours partie de la grande épopée de Monaco. Je ne sais pas si on connaîtra un jour la vérité. Ted Maher a causé la mort de 2 personnes. Les choses sont très simples. Aujourd'hui encore, des personnes qui savent que j'étais avocat à ce procès me prennent en aparté et me demandent avec un regard complice « Franchement, Marc, tu crois vraiment qu'il n'y avait rien d'autre ?» Non seulement je le crois vraiment, mais plus que ça, je suis objectivement convaincu qu'il n'y avait rien d'autre. J'ai d'abord pensé que Ted Maher était une victime, puis qu'il était tout simplement fou. Aujourd'hui, avec les années, tout ce que je sais avec certitude, c'est qu'Edmond Safra a emporté la vérité dans sa tombe. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.